j'ai fait ma maîtrise, parce qu'à l'époque ça s'appelait maîtrise, pas master, à l'université Paris-Descartes, donc à Paris évidemment. Et c'était une maîtrise assez inhabituelle, puisque j'ai fait quelque chose qui était psychologie cognitive et psychologie clinique. C'est un mélange assez particulier, dont l'objectif après pour moi de faire des études de neuropsychologie, donc en master 2, finalement, donc à l'époque ça s'appelait 2A ou 2SS, donc j'avais l'idée de faire 2SS et je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas, que je ne voulais pas être neuropsychologue. Et donc j'ai fait un 2A, c'est-à-dire un diplôme d'études approfondies. Et ces 2A, je l'ai fait à Lyon, à Claude Bernard, à l'université Claude Bernard, puisque c'était un des seuls 2A qui existait à l'époque en neuropsychologie, mais qui était axé sur la recherche. Donc, j'ai ensuite continué avec une thèse qui était une thèse en neuropsychologie et psychologie cognitive, aussi à Claude Bernard, à Lyon 1. Par contre, j'ai été dans un laboratoire qui était un laboratoire à Paris. D'accord, ok. Et c'était à peu près à quelle année Donc, j'ai fait, j'ai fini ma thèse en 1980. 18. Voilà, c'est ça. Et ce 2A, je l'ai fait 4 ans plus tôt. Parce que j'ai fait ma thèse en 3 ans et demi. Et comment êtes-vous arrivé aujourd'hui à votre poste d'enseignant-chercheur à l'UNC? C'était un chemin qui était un peu lent. Après la thèse, j'ai fait un premier postdoctorat qui était à l'université de Birmingham, donc en Angleterre, avec quelqu'un qui s'appelait Humphreys, Glyn Humphreys, et qui travaillait sur le domaine de la neuropsychologie, en particulier sur l'action. Donc, j'ai fait mon postdoc sur cette thématique-là. Et ensuite, je suis revenue à Paris et j'ai fait 2 années successives de postdoctorat dans une unité de recherche qui s'intéressait à la maladie d'Alzheimer. Donc, j'ai fait mon postdoctorat sur cette thématique-là. Et ensuite, j'ai travaillé un an comme ingénieur de recherche à l'hôpital Salpêtrière sur une thématique qui était de comprendre en quoi l'aire motrice supplémentaire est impliquée dans l'initiation des actions et de la parole. Et ensuite, j'ai eu mon premier poste de maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale, donc à Brest. Okay. C'est une vaste question. Je ne sais pas, quand je fais mes études, j'ai été intéressée par la psychologie de manière générale et petit à petit, je me suis rendu compte que les différents autres domaines de psychologie comme social ou clinique, ça ne me correspondait pas vraiment. Ce que j'avais envie, c'est plus comprendre le cerveau et en quoi le cerveau est impliqué dans les activités quotidiennes qu'on avait. Et donc, ça m'a amené à la psychologie cognitive, plutôt au début, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas tant que ça des sciences cognitives. Et donc ensuite, finalement, j'ai été intéressée par la psychologie cognitive et plus en tant que maître de conférences et puis après professeur, je me suis intéressée à ces domaines de sciences cognitives. Peut-être pas de manière comme certains ont une révélation en étant assis sur les bancs de la fac. C'était pas vraiment mon cas. En fait, quand j'ai fait ma maîtrise,
J'ai fait un stage de recherche dans un laboratoire INSERM et c'est là où j'ai la première fois rencontré des scientifiques qui étaient uniquement consacrés à la recherche et qui ne faisaient pas de l'enseignement. Et la première idée que j'ai eue, c'est plutôt être chercheuse uniquement. Euh, c'est pas toujours très très évident et en particulier quand on veut le faire, il faut vraiment un laboratoire d'accueil qui soutient notre candidature à INSERM ou au CNRS. Et le laboratoire dans lequel j'ai été, il a été fermé. Donc, il fallait que je fasse un projet alternatif. Et ce projet alternatif, c'était plutôt de devenir enseignant-chercheur, puisque dans ce cas-là, on peut plus librement postuler là où les postes sont ouverts. Oui, oui, c'est quelque chose qui. Donc, je voyageais avant, hein, pendant ma maîtrise. J'ai fait ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais on va dire un Erasmus, voilà, en Italie, à l'université de Padoue, pendant 3 mois. Et ensuite, c'est assez, je dirais, obligatoire lorsqu'on veut se consacrer à la recherche, obtenir un poste de chercheur, faire des études postdoctorales à l'étranger. Donc c'était quelque chose qui allait de soi. Normalement, on le fait un peu plus lent, plus qu'un an, pour pouvoir quand même mieux connaître le laboratoire, développer les projets de recherche qu'on souhaite développer. Moi, j'ai fait qu'un an je suis revenue pour des raisons personnelles. Ok. Et juste, est-ce que ces expériences vous ont plu? Vous en retirez quelque chose de positif? Ou Ah peut-être, oui, oui, très bien. c'est, je pense, des moments qui sont d'un côté pour certains difficiles parce qu'on doit aller quelque part loin, un peu se déraciner, et puis aussi on a une obligation de réussite parce que l'objectif c'est de publier pour pouvoir étoffer notre dossier, mais ça n'empêche que c'est quand même des moments qui sont très agréables parce qu'on peut se consacrer à la recherche, donc ce qu'on aime faire, et puis on rencontre plein de gens, et puis on apprend à exercer le métier de chercheur d'une manière un peu différente que ce qu'on a fait durant la thèse. Donc ça ne peut, selon moi, être que bénéfique. Donc mes projets de recherche actuellement sont essentiellement tournés autour de la question des interactions entre les émotions et la mémoire. Donc la plupart de ces projets que j'ai actuellement s'interrogent comment les émotions vont influencer la mémorisation et la récupération des informations en mémoire, plutôt mémoire épisodique, même si aussi j'ai mène des recherches en collaboration avec les collègues de mon équipe sur la mémoire de travail. Et puis après, j'ai d'autres types de recherches qui sortent de ce domaine-là, mais qui restent quand même autour de la mémoire. D'accord. Et concernant la mémoire, comment êtes-vous arrivé à travailler sur ce domaine, sur ce thème? Est-ce que c'est un choix de votre part ou c'est juste une opportunité que vous avez eue? C'est plutôt un choix de ma part, sachant que déjà ma thèse, j'ai fait sur la mémoire, puisque c'était une thèse qui était sur la mémoire sémantique dans la maladie d'Alzheimer. Et donc les perturbations de cette mémoire. Ensuite, j'ai fait d'autres travaux qui étaient un peu éloignés de la mémoire, mais on pouvait les accrocher quand même un tout petit peu toujours à la mémoire. Et un peu par disons, curiosité, et puis par les lectures, et puis par des rencontres, j'ai commencé à m'interroger sur ces interactions entre les émotions et la mémoire. Donc, c'est moi qui ai choisi ça, oui. C'est une question qui est très difficile.
Je pense que ce qui m'a le plus, disons, marqué, c'est pas une expérience particulière, mais plutôt les expériences différentes que j'ai menées avec les patients cérébrolésés. Donc, soit des patients ayant des lésions focales, soit ce qui était quand même prédominant dans mes recherches avec les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, pour des côtés, disons, humaines en particulier, puisque c'est assez, disons, touchant de Ouais. travailler avec ce type de population où les gens se prêtent à la recherche pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe dans la maladie, mais à travers ça aussi le fonctionnement normal. Ok. Et plus récemment, peut-être, parce que c'était le plus amusant, c'est une recherche qui a été menée, qui n'est pas encore finie, qui s'appelle Terradia, Ok. et qui a pour objectif de développer un assistant donc, virtuel, empathique, qui serait intégré dans des programmes de rééducation pour des patients cérébrolésés. Et donc, je me suis vraiment bien amusée avec différents collègues pour pouvoir construire le projet avec donc un paradigme qui s'appelle magicien d'Oz, où Ah, quelqu'un prétend d'être une intelligence artificielle qui est dans la pièce à côté, et on fait croire aux participants qu'il interagit avec un vrai avatar. Donc c'était assez intéressant. Je pense que pour travailler en tant qu'enseignant-chercheur, il faut rester jeune dans sa tête. ouais. Puisqu'il faut être quand même à la portée en fait des étudiants qui finalement changent d'une année à l'autre et qui évoluent, mais nous on doit rester en fait quelqu'un qui est suffisamment donc au courant de la manière dont il faut aborder ces populations. Donc il faut être curieux, je pense, pour pouvoir bien enseigner. Après, il faut aimer le contact avec donc, les étudiants, mais pas uniquement avec les collègues, puisqu'on est en interaction presque tout le temps. Et je pense qu'il ne faut pas avoir donc, réticence ou peur d'être constamment exposé, puisque on est tout le temps exposé en faisant les cours, je ne sais pas, encadrant les étudiants, on est donc tout le temps visible. Ouais. C'est pas pour quelqu'un qui est complètement introverti, qui n'aime pas ce contact. Je pense que c'était beaucoup plus statique lorsque j'ai commencé à enseigner dans un rapport qui était, disons que quelqu'un vient et expose une connaissance qu'il possède tout seul presque, alors qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on vient et que nos étudiants sont, disons, par la présence un peu partout des informations diverses et variées, pas toujours très justes, Ok. en train de penser qu'ils savent presque mieux que nous-mêmes. Et donc, il faut être un peu euh, prêt à répondre aux questions auxquelles on ne s'attend pas forcément, parce qu'on n'est pas dans une transmission linéaire de savoir. Il y a plein de connaissances que les étudiants possèdent et qui ne sont pas forcément structurées et qui donc peuvent amener à des questions qui sont quelquefois un peu déroutantes. Et par conséquent, moi personnellement, j'essaye donc de me tenir au courant. Qu'est-ce qui se dit sur, voilà, pas trop les réseaux parce que je suis pas vraiment très réseau, mais sur Internet de manière générale pour voir ça de manière un peu plus dynamique. Et puis après, je pense pas que ça change autrement, hein, parce qu'on est quand même à vouloir transmettre des informations, disons, sûres et certaines, si on peut dire qu'il y en existe. Je pense aussi qu'il y a une, disons,
C'est peut-être pas tout à fait positif ce que je veux dire, mais c'est pas non plus, Il y a pas de plus souci. négatif. C'est plus dans un mode de consommation, en Ouais, ouais, fait, forcément. et d'une impatience, Ouais. par exemple, sur la quantité de mails qu'on peut recevoir pour nous demander ceci et cela, Ah oui. d'une manière où la réponse est attendue presque Ouais, ouais, instantanément. ouais. Et il n'y a pas ce recul, il n'y a pas ce temps là où on pourrait se dire une semaine ça fait rien si on n'a pas répondu, Mhm. mais entre le temps on est déjà sollicité parce que les nouvelles générations, je pense, ils trouvent une semaine trop longue. Ok, très bien. Non, mais- Les passions professionnelles. Les passions professionnelles. Euh, oui, je pense que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de finalement essayer de comprendre la question à laquelle je n'ai pas la réponse moi-même, peut-être les gens qui travaillent plus sur le cerveau au quotidien, c'est finalement comment ces neurones, à la fin, donnent ces différentes actions, je vais dire ça comme ça, Mhm. que nous faisons au quotidien, et donc un peu décortiquer cette énigme de euh, comment un signal neuronal tout à coup devient la parole ou la Mhm. pensée ou quelque chose comme ça. Donc c'est ça. Et sinon, je ne suis pas que à penser à la science tout Justement. le temps. Donc j'aime bien lire des romans. Ok. Et puis j'aime bien le cinéma aussi. Hum, Ouverture d'esprit, la qualité, et le défaut, impatience. Ah, ok. Ok, Comme les très bien. étudiants. Finalement, ouais. Oui, donc la personne chez qui j'ai fait mon postdoc, qui d'ailleurs malheureusement a décédé de manière un peu précoce, on va dire, et inattendue, d'une crise cardiaque, Gillian Humphreys, pour des raisons multiples. Premièrement, parce que c'était quelqu'un qui était, disons, extrêmement cultivé et extrêmement fort dans la science, sur Ok. le domaine qu'il étudiait, donc on va dire la neuropsychologie cognitive de manière générale, et puis aussi par ses qualités humaines, parce que Ouais. c'était quelqu'un qui était vraiment très connu en neuropsychologie cognitive, et quand on discutait avec lui, on avait l'impression qu'on discutait avec quelqu'un qui est tout à fait à notre portée Ok. et qui était extrêmement humain. Je pense que j'ai fait des expériences en neuroimagerie fonctionnelle Ok. pour pouvoir donc répondre à des questions qui m'intéressent actuellement, qui sont sur la manière dont les émotions vont influencer les choix, des stratégies qu'on a pour pouvoir mémoriser des informations, et comment ce choix des stratégies par la suite va influencer les performances mnésiques. Et j'aimerais faire ça en neuroimagerie parce que je pense que les réponses comportementales, c'est déjà très précieux, mais ça ne permet pas répondre complètement à cette question-là. Si c'est professionnel, je pense que l'endroit où j'aimerais aller, c'est peut-être au Canada, parce que je Ok. trouve leur manière de travailler tout à fait, disons, exemplaire. Et si c'est sur le plan professionnel, alors je pense que j'irai en Argentine. Ok. Ah, très bien. Pour quelle raison? Je suis jamais allée en Amérique du Sud, Ouais. et ce que je trouve peut-être très particulier en Argentine, c'est qu'on a à la fois
des villes, hein, de très grosses densités, ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la ville, mais aussi en même temps, il y a des énormes espaces et donc c'est particulièrement, disons, intéressant de se confronter à des endroits de ce type-là où on est tout seul en face de la nature. Je pense que je me dirais que j'aurais dû être plus assidue en étudiant, voilà. Et puis plus sérieusement, je ne sais pas si je changerais quelque chose parce que finalement ne regrette pas particulièrement l'endroit où je suis, me convient parfaitement bien. Après, peut-être certaines étapes, j'aurais pu faire plus rapidement en me disant suffisamment tôt que j'ai été tout à fait capable de le faire et qu'il ne fallait pas se restreindre, qu'il fallait essayer tout simplement. Et si ça ne marchait pas, tant pis. Ok, très bien. Le conseil que je donnerais, c'est vraiment essayer de comprendre à fond hein, ce qui nous intéresse, pas survoler les choses comme ça parce que c'est seulement de cette manière-là que on peut être expert dans quelque chose et c'est important d'être expert parce que quand on est expert, on se sent légitime dans ce qu'on veut faire et une fois qu'on se sent légitime, c'est ça qu'il faut, c'est qu'il n'y a finalement pas de limite à nos envies et on peut aller faire ce que vraiment on a envie de faire sans se limiter lorsqu'on ne comprend pas à fond et on n'est pas expert, on a juste survolé les choses, on manque de légitimité et c'est peut-être ça qui nous freine. Ok, très bien. Psychologie. IRM. Ok. Aucune sérotonine. Quantitative. Je vais dire le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais psychométrie. Ah, c'est une question trop difficile pour moi. Anglais, puisque c'est nécessaire, mais français pour les Français. Je ne comprends pas pourquoi les Français ont toujours la tendance à faire en anglais. Ok, très bien. Mémoire de travail. Un TOC. Cognitivisme. Fondamental. Les deux. Frontal. Frontal. Faire de la recherche.